Parmi les soignants, évidemment, les médecins en soins intensifs ont été en première ligne. Alors, ils ont accueilli ceux et celles qui étaient atteints le plus durement par la COVID. Évidemment, si on passe par les soins intensifs, c'est qu'on est atteint très fortement. Alors, aujourd'hui, on a quelques-uns de ces médecins de l'hôpital du Sacré-Cœur qui sont avec nous. On a Dr Francis Bernard, Dr Patrick Bellemare. Bonsoir à vous deux. Alors, vous avez deux chapeaux. Vous êtes médecin, oui, en soins intensifs, mais vous êtes aussi chercheur. Alors, on va s'adresser à vos doubles personnalités ce soir, mais comme il y a des gens du grand public qui sont branchés à l'événement ce soir et qu'on a tous beaucoup d'admiration pour vous qui avez été en centre hospitalier pour vivre ces premiers moments-là, j'aimerais vous entendre, peut-être commencer par vous, M. Bellemare. Tiens, vos impressions, les images, les souvenirs qui vous restent de cette première vague-là, de quand ça a frappé fort. Très bons et de très mauvais souvenirs parce qu'on est avant tout des humains, nous autres aussi. Là. Ça fait que la panique et la stupeur qui a frappé l'ensemble de la population planétaire a également frappé le corps médical et également ici. Quand la pandémie a touché le Québec, on avait déjà l'avantage d'avoir une idée de ce qui s'était passé outre-mer. Puis malheureusement, les premières images qui nous venaient, c'était celles d'un scénario milanais, italien, où les services de santé avaient été débordés très rapidement. Puis là, on faisait face à un ennemi inconnu, ou peu connu, qu'on arrivait à peine à identifier, en fait, qu'on venait tout juste d'identifier, puis dont les modalités de manifestation étaient encore peu connues. On voyait la vitesse à laquelle l'infection se répandait, puis il a fallu, et à l'intérieur du réseau et à l'intérieur de nos hôpitaux, s'organiser rapidement pour réfléchir à comment on allait faire face à cet ennemi-là, en s'inspirant de pandémies passées. Hein, bien que ce soit tout à fait inédit pour nous autres, on a déjà vécu des pandémies dans le passé, puis en s'inspirant de ce qu'on connaissait des virus qui sont les cousins du coronavirus. Puis très rapidement, il y a des comités hospitaliers, mais des comités à l'échelle ministérielle qui se sont réunis pour réfléchir à toutes les façons de faire, à l'environnement de soins, à l'équipement qui était nécessaire pour faire face. Bien, c'est ça, parce que là, cette chose nous arrive. On sait que c'est pour arriver un jour. C'est arrivé dans le passé. Ça fait des années qu'on dit que ça s'en vient. C'est une chose de le savoir. C'est une autre chose d'être les deux pieds dedans, avec des ressources. Et là, je vais me tourner vers vous, Dr Bernard, avec des ressources, des contraintes, on va utiliser cet euphémisme, des contraintes de ressources, et aussi des installations qui sont vétustes aussi. Là. Donc, comment on fait face à ça dans ces circonstances-là? C'était extrêmement difficile, mais en même temps, il a fallu se mobiliser rapidement. Je me rappelle, la première fois que je suis rentré à l'hôpital, où est-ce que là, je savais que je m'en allais m'occuper de ces patients-là, il y a un stress qui m'a envahi, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu. Mais toute cette organisation-là, penser à des pièces qui n'étaient pas prévues pour recevoir des gens comme ça qu'il fallait ventiler autrement. On l'a vu, d'ailleurs, on l'a vu, votre visite, oui. Quand vous travaillez à Sacré-Cœur, là, tout le monde a vu ça, ce reportage. Vous aviez une caméra, une GoPro, puis on vous voyait, là, tout d'un coup, on voyait nos hôpitaux comme on les avait jamais vus. Donc ça fait... Il fallait réinventer, quoi, la façon, l'endroit de travail, carrément? Carrément. Et c'est là que Dr Bellemare a été instrumental dans la chose. Il a participé à des comités, il a fallu se organiser avec les gens de l'hôpital, l'ingénierie, pour refaire les structures, créer des nouveaux locaux. Et là, on parlait d'utilisation de tentes, on parlait de médicaments qui avaient été utilisés naguère, jadis. En fait, l'état d'esprit dans lequel on était, c'en était un où on pressentait qu'on serait débordé, puis où les chaînes d'approvisionnement mondiales de toutes les fournitures médicales seraient sollicitées en même temps. C'est qu'effectivement, il fallait réfléchir et aux façons modernes de faire, et également à utiliser des vieilles stratégies, des vieilles molécules au cas où on tomberait en rupture de stock. Et donc, parfois, c'est ça qui arrive. Hein. L'innovation va passer par l'usage avec une philosophie différente de vieilles recettes, de vieux médicaments. Ça fait qu'on a dû faire ça et le faire très rapidement. En termes d'infrastructure, on était le milieu le moins adapté pour faire face à la première vague pandémique au Québec, je pense, ou un des milieux les moins adaptés.
Puis on est très rapidement devenu celui qui Ben oui. faisait le plus efficacement le travail. Le résultat n'est pas très esthétique, mais très fonctionnel. Puis tout y est passé. L'infrastructure architecturale, la ventilation, mais également les procédés les plus simples au chevet. Il y a des choses très simples cliniquement qu'on devrait être capable de faire facilement, qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser quand on porte un équipement de protection individuelle. Puis il faut garder ça, il faut garder un élément d'humanité là-dedans alors que tout le monde est terrorisé. C'est que ça représentait plusieurs défis concomitants pour les équipes. Surtout que vous le saviez à ce moment-là, vous étiez au début de quelque chose, là, parce Ouais. qu'il faut y aller, les moteurs ouverts au maximum, parce qu'il y a l'urgence qui arrive, mais en même temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment ça va dégénérer. Donc, on va surtout se concentrer sur la première vague, là. Bon, alors, à quel moment, je l'ai dit, double personnalité, à quel moment, docteur Bernard, le chercheur est rapidement, là, Ça s'est fait très rapidement parce que tout de suite, quand j'ai pris en charge mes premiers patients, je me suis rendu compte que les microbiologistes avaient décidé d'appliquer des protocoles de thérapie non prouvés. Puis c'était ça parce qu'on s'est dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut les aider. Fait qu'on s'est mis à prescrire des molécules, mais rapidement, en tant que chercheur, on se dit, ben où est l'évidence? Puis quels peuvent être les dangers? Fait qu'au cours de la OK, qu'est-ce que ça veut dire, on s'est mis à prescrire des molécules? Ben, On s'est mis on a essayé des médicaments, donner de l'hydroxychloroquine. On l'a entendu beaucoup dans les médias, ce médicament-là, qui initialement, on pensait, avait peut-être un impact. Puis finalement, rapidement, en surveillant ça de près, dans la première semaine, on se rend compte, oups, ça affecte le cœur peut-être. On va arrêter d'en donner, puis on va essayer de faire des études avec ça pour démontrer l'efficacité, puis on va suivre de très près pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Fait qu'on a arrêté rapidement chez nous d'utiliser ce Ah oui. médicament-là. Alors qu'ailleurs, on a continué. Ben, ça s'est continué. Il y a eu des études, puis récemment, on a su que c'est un médicament qui était néfaste, finalement. Fait que c'est comme ça que le chapeau de chercheur embarque vite. Essayer de penser à la preuve scientifique puis Wow. au danger potentiel. Oui, allez-y. Non, je me Puis permettrais de ajouter, oui. commenter. On cherche rapidement des solutions, puis il y a une pression politique puis une pression humaine importante pour qu'on ait le bon remède tout de suite quand on fait face à une pandémie comme celle-là. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de juridictions dans le monde où la pression était immense, entre autres pour ce médicament-là prévu pour la malaria, l'hydroxychloroquine. Il y a d'autres exemples, hein, la colchicine, il y a des antiviraux utilisés à d'autres sources auxquelles on réfléchissait dans la gestion des patients COVID. C'est qu'il y a une série de soins de base qu'on appelle des soins de support qui permettent à quelqu'un de passer à travers une infection indépendamment du fait qu'il y a un traitement spécifiquement contre le virus. Puis il y a certains traitements qui avaient la prétention d'avoir un effet antiviral. Puis ces traitements-là ont été l'objet d'études. Très rapidement, les gens chez nous, les gens très dégourdis en recherche, comme Dr Bernard, comme mon collègue Dr Cavaillard, qui est censé être avec nous ont impliqués avec des groupes d'un peu partout dans le monde pour qu'on fasse la démonstration que ces molécules-là étaient efficaces ou qu'elles ne l'étaient pas, puis qu'on concentre très rapidement nos protocoles de soins sur ce qui fonctionne réellement. Puis ça, c'est ce qu'on fait tous les jours dans l'environnement des soins critiques. Il y a une intégration naturelle entre l'innovation puis les soins aux patients. Là, je sors un peu de ce qui était prévu parce que là, vous venez de m'allumer sur quelque chose. Alors, vous réalisez ça rapidement. D'autres chercheurs sont pas, ou médecins, ou pays, ou hôpitaux, sont pas à la même place. Comment ça se communique là, pendant la première vague, les recherches, les essais-erreurs, Ça prend de la volonté parce qu'on est débordé en termes de travail physique, puis on l'a vu avec les médecins milanais. Il faut mettre du temps de plus pour rassembler toutes ces données-là, l'écrire puis le communiquer. Fait qu'il y a eu beaucoup, on le sait, Zoom, tous ces autres médias de communication qui ont pris leur envol. On utilisait ça et on a décidé de décrire notre population aussi qu'on a eu à Sacré-Cœur. C'est un travail de moine à collecter toutes les données. On les met ensemble puis on dit ce nouvel ennemi invisible qu'on ne connaît pas, qu'on apparente à la grippe ou qu'on apparente au H1N1 qu'on a vécu, est-il pareil ou il n'est pas pareil? Il faut connaître notre ennemi en premier lieu, si on peut dire comme ça. Fait qu'on ramasse les données, puis on essaie d'avoir le portrait.
Je me permettrais de commenter ça aussi. Bien sûr. La communauté médicale est naturellement réseautée au Québec, fait qu'au plan strictement administratif, les hôpitaux, les individus qui gèrent les unités de soins intensifs québécoises, c'est des individus qui se connaissent tous. Ils ont été réunis au Québec au sein d'une tribune pour réfléchir aux procédures et protocoles existants. Puis dans la communauté de la recherche, il y a une communion scientifique naturelle. Chaque fois qu'arrive une crise sanitaire, les gens de recherche, c'est vraiment un petit monde. C'est que tout le monde a un réseau. Puis, en fait, au même type que les réseaux sociaux peuvent répandre une nouvelle très vite, bien, dans la communauté médicale, dans la communauté de la recherche, les gens vont très rapidement se rendre compte, par leur réseau naturel, puis par certains réseaux plus structurés, qu'il y a des questions qu'on se pose, puis très rapidement, on va focusser sur une question plutôt qu'une autre. Puis là, il y a des gens qui vont structurer un protocole pour réfléchir à comment on va répondre à la question qu'on s'est posée en clinique. On fait ça naturellement toujours. Mais là, c'est comme à vitesse grand V. Exact. Et c'est réfléchir à quelque chose qui nous arrive qu'on ne comprend pas. C'est plus facile de réfléchir à quelque chose qu'on comprend et qu'on sait comment cette chose-là va agir et réagir. Mais là, face au coronavirus, vous ne saviez pas là, vraiment ce à quoi. Donc, il faut soigner, réfléchir et chercher en même temps. Comment tout ça se fait? Ça se fait tout en même temps. Les heures travaillées sont longues et c'est ça. Mais on fonctionne en équipe. C'est dommage que le docteur Cavalier ne soit pas avec nous en ce moment. Avec nous, mais il y a un problème de connexion, clairement. Il a été très, très impliqué dans Mais tout ça. parlez-nous de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fini par publier notre expérience de nos 70 premiers cas de COVID aux soins intensifs. Il a tout colligé ça. Il a bien décrit la population, puis on s'est rendu compte qu'il y a certains phénomènes, comme plusieurs autres groupes dans le monde d'ailleurs, qui sont spécifiques à la COVID et qu'on doit adresser différemment que la grippe ordinaire. Et donc, on part de là maintenant, puis on peut développer d'autres questions de recherche, d'autres protocoles. Puis là, on a eu plus de temps de se préparer pour la deuxième vague, parce qu'une fois que la première vague a diminué, on s'est dit, bon, la deuxième s'en vient, on va se préparer d'avance. Dr. Bellemare? Bien, je vous disais tout à l'heure, on s'inspire des pandémies passées. Il y a des comparatifs qui se font entre cette pandémie-là puis d'autres virus qui auront affligé l'humanité. Très souvent, ce qu'on va faire pour connaître une infection puis savoir comment s'en défendre, on va décrire le mieux possible la clientèle. C'est ce que Dr. Cavalier, c'est un expert de ça. C'est un expert également de certaines formes de support très avancées. Puis dans une équipe comme la nôtre, il y a une brochette d'individus avec des expertises variées. C'est que souvent, le travail, il y a un travail d'arrimage avec le reste de la communauté québécoise pour les choses, les considérations beaucoup plus pratiques. C'était un aspect du travail qu'une portion de l'équipe faisait chez nous. Puis il y a des gens qui s'arriment avec ce qui est déjà publié, qui participent à ce qu'on appelle les veilles scientifiques, ou tout ce qui est déjà rapporté sur le virus. Puis, quelqu'un comme Dr. Bernard ou Dr. Cavalier, c'est des gens qui sont très près de la littérature scientifique, qui vont dessiner des protocoles de suivi de prise en charge pour des thérapies novatrices, mais qui vont aussi dessiner des modèles de description de clientèle. Puis la première affaire qu'il fallait faire avec la clientèle COVID, c'est connaître les caractéristiques de cette clientèle-là pour être capable d'adapter les gestes de base. Il y a les thérapies, les médicaments, les vaccins, mais il y a les gestes très courants qu'on pose pour cette clientèle-là qui peuvent être appropriés pour une infection grave causée par un virus comme celui de la grippe. Des fois, ça rend très, très, très malade, ça aussi. Puis il y a certaines circonstances où ce qu'on ferait pour une grippe rendue très malade, qui est ventilée mécaniquement, ce n'est pas approprié pour un cas COVID. Bien ça, pour s'en rendre compte, il faut décrire comme il faut les deux populations puis les comparer. Puis ça, c'est le domaine d'expertise de nos chercheurs. Arriver à faire ça. Maintenant, il y a ce qu'on fait actuellement, on fait une analyse que je me permettrais d'appeler macroscopique de nos clientèles. On regarde quel groupe d'âge est plus malade, quel groupe d'âge avec quelles caractéristiques de base, puis on se sert de notre imagination pour chercher ces caractéristiques-là. Mais un des domaines de recherche qui est en pleine explosion actuellement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où on peut prendre toute une série de données auxquelles on aurait réfléchi, puis
Si on prend toutes les autres données qui sont rendues disponibles, parce qu'il y a énormément de connaissances qu'on peut acquérir sur un patient, puis toute une série de variables qu'on peut mesurer aujourd'hui sans connaître nécessairement la signification de ces variables-là, puis en les soumettant à et de l'intelligence humaine et des logiciels qui font une série d'analyses, on est capable de, des fois, dégager un pattern auquel on n'aurait pas imaginé. Puis ça permet, en 2020, de faire des associations qui nous auraient pris des années à faire. En fait, tu me corrigeras. Francis est plus proche de cette littérature-là que moi. Là, Comme, concrètement, pour qu'on puisse imager, hein, pour ceux qui sont très loin de votre domaine, et de pouvoir même s'imaginer, ça ressemble à quoi quand l'intelligence artificielle s'en mêle. Là, concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à prendre... L'hôpital est plein de données. Les infirmières en ramassent, les moniteurs de cheveux en ramassent, les radiographies, les résultats de laboratoire. De tout mettre ça ensemble, puis là, de dire à la machine, ben moi, je pense que le problème est comme ça. Puis là, la machine sort de son chapeau. Si vous regardez, là, tous vos patients en ce moment, là, ils ont ces 3 affaires-là, là, ces 3 laboratoires-là qui ne sont pas normaux. Ah, OK, ça, j'y avais pas pensé. Tu les regardes de près, puis on se rend compte que la COVID donne beaucoup, beaucoup de thrombose. Et qu'il faut traiter ça complètement différent de ce qu'on faisait avant, puis on va donner de l'héparine, un médicament qui est connu, ou ce qui a été le décadron, une vieille molécule qui est simple, qui n'est pas de la nouvelle recherche. Là. Mais c'est un regard que le cerveau humain n'est pas capable de porter sur une masse de données que le cerveau humain n'est pas capable de tout capter. Mais il faut qu'on l'aiguille. Ça ne peut pas se faire tout seul. Si on résumait en recherche ce que vous avez appris de la première vague, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'il faut faire attention dans le milieu de travail pour ne pas se le transmettre entre nous. Ça serait un des gros. Que vous avez appris de la première... De la première vague. On se doutait qu'il fallait qu'on fasse attention, mais on est parti avec un modèle qu'on pensait être un bon modèle pour se protéger. Puis on s'est rendu compte que, oups, non, il a fallu le changer. Puis on ne fait pas du tout pareil dans la deuxième vague. Puis nos chiffres de transmission ne sont pas du tout les mêmes. OK. Donnez-nous un exemple de ce que vous ne faites plus dans la deuxième vague, qui augmentait ou qui était un risque de transmission dans la première. En fait, je vous dirais plutôt quelque chose qu'on faisait très précocement, croyant que ça transmettait l'infection alors que ça ne la transmettait pas. Très tôt en pandémie, on avait l'impression que les gens pouvaient essaimer le virus facilement. Puis une des choses qu'on faisait chez les gens qui étaient appelés à se détériorer, c'est d'être extrêmement agressif pour les instrumenter, les mettre sous respirateur, les mettre aux soins intensifs. Puis il y a toute une série de thérapies qu'on a mis à l'index en se disant ces thérapies-là sont dangereuses, elles vont produire des aérosols de COVID, puis les gens vont se contaminer. Les 2 choses qu'on a remarquées, c'est qu'en utilisant de façon très ponctuelle ces thérapies-là, il n'y a pas vraiment eu de problème. On a été capable de raffiner les indications d'instrumenter quelqu'un, de le mettre sous respirateur, de faire des choses beaucoup plus invasives, avec tout de même des gens qui réussissent à passer à travers l'infection sans trop de problèmes. Puis on a réussi à constater que les modalités de protection individuelle qu'on pensait essentielles au chevet pouvaient être ajustées à des modalités un peu plus simples, un peu plus ergonomiques pour travailler. Puis que le vrai ennemi, c'était de ne pas prendre des précautions dans certains environnements où on était certain qu'on n'attraperait pas l'infection. Si vous venez à l'hôpital aujourd'hui pour vous faire soigner pour n'importe quoi, les chances de vous faire transmettre la COVID par un travailleur de la santé sont extrêmement faibles parce qu'il y a une série de précautions de base qu'on va prendre au moment où on soigne des patients. Ça fait du bien entendre. On n'entend pas beaucoup ça dans les médias. Laissez-moi vous dire que je vais répéter l'information. Parce que c'est rassurant. Le corollaire de ça, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est un pourcentage des patients malades qui sont des travailleurs de la santé. Une partie de ce qu'on a appris, c'est que se protéger adéquatement comme travailleur de la santé, ça impliquait également qu'entre nous, on prenne pour acquis qu'on était des vecteurs potentiels. Puis c'est inacceptable. Moi puis le docteur Bernard, on travaille ensemble tous les jours, mais on ne se prête pas notre cellulaire pour comparer nos photos. On se rappelle qu'on pourrait se transmettre une infection comme ça.
il y a des choses très de base qu'on a appris à faire qui nous permettent de faire en sorte qu'on peut garantir des soins de qualité sans infecter les gens qu'on soigne. Avant de passer à un témoignage qu'on va écouter, qui est très éloquent, une autre chose que vous avez apprise de la première vague, importante pour vous? Qu'il faut travailler en équipe. Que les médecins, infirmières, préposés, tout le monde, les gens de l'administration doivent se solidariser puis travailler en silo. Et ça, c'est à l'image de la société aussi, parce que si j'élargis aux gens qui nous écoutent... C'est tout le temps comme ça, je pense. Ça fait toute la différence. Oui, absolument. Il faudrait qu'on travaille tous et toutes ensemble. Oui. Un peu comme on travaille dans un hôpital pour pouvoir arriver à éradiquer puis à aplatir la courbe et à éventuellement voir une lumière au bout de ce tunnel-là. Donc, on entend encore, malgré tout ce qu'on sait, malgré le nombre de morts, malgré partout sur la planète, c'est une grosse grippe. C'est comme une grosse grippe. Monsieur Bellemare? Bien, une grosse grippe, ça peut rendre particulièrement malade. La pandémie COVID, ce n'est pas la grippe n'est pas la COVID. La COVID est une infection qui se répand beaucoup plus facilement que la grippe, est beaucoup plus contagieuse, peut toucher plus de gens à la fois. Les formes les plus graves de la COVID surviennent de façon simultanée, puis un des plus gros problèmes qu'on a actuellement, c'est pas tant... On s'est fait une courbe d'apprentissage depuis le printemps, puis actuellement, le patient COVID qui arrive dans un environnement de soins critiques va être pris en charge, puis il y a beaucoup de choses très efficaces qui vont être faites pour l'aider à passer à travers. Puis nos cas les plus sévères, du point de vue strictement des gestes qu'on a à poser, ne sont pas très compliqués à gérer. On a vraiment appris comment faire, puis c'est un des gros gains de la première vague. La forme la plus grave de la grippe, la plus sévère, peut, à bien des égards, être égale ou pire en intensité. Une grippe, ça peut tuer également. C'est très rare. En fait, par contre, les cas très graves de grippe, il y en a beaucoup moins proportionnellement à nombre égal de cas qu'il y a de cas de COVID. C'est d'ailleurs ce que la grippe, on en a quoi aux soins intensifs, là? Une dizaine de cas dans la saison de la grippe. Entre mars et juin, on a eu 70 cas de COVID aux soins intensifs. Ça donne une idée de grandeur. Et il n'y a pas de saison de COVID en ce moment, de ce qu'on sait, comme il y a une saison de grippe. Il y a une pandémie puis il y a une chaîne de transmission qui est difficile à briser. La chose rassurante, entre guillemets, c'est que si les gens appliquent adéquatement les précautions d'usage pour éviter d'attraper la COVID, il y a fort à parier qu'on va réduire la chaîne de transmission de la grippe qui a des éléments communs de transmission. Absolument. Oui, tout à fait. À chaque fois qu'on prend, il y a quelqu'un qui a un symptôme de rhume, mais on sait que ce n'est pas la COVID parce qu'on se fait tester, mais j'ai pris ça. Il y a des contaminations qui se poursuivent et donc ça, c'est un indicateur qu'on ne s'est peut-être pas protégé assez ou qu'on n'a pas fait assez attention. Et pour la grippe, on peut se protéger tout de suite et on devrait le faire. Oui, tout à fait, absolument. Alors, en 2 mots, M. Bellemare, le cas de Richer-Mang qu'on va entendre, son témoignage. C'est un jeune homme dans la vingtaine qu'on a reçu en transfert d'un hôpital régional. Sa date exacte d'arrivée m'échappe actuellement. Il va probablement nous le dire, mais il avait déjà séjourné plusieurs jours aux soins intensifs sans aucun autre problème de santé préalable. Et au moment où il nous était transféré, il avait développé une forme très grave d'infection pulmonaire à COVID, au point où le motif du transfert, c'était qu'on le mette sur la machine cœur-poumon, ce qu'on appelle l'ECMO. Au moment où il est arrivé chez nous, il y a une série de gestes qui ont été posés, qui sont des gestes, des variantes, des choses qu'on applique en ventilation mécanique. Fait qu'on prend la ventilation mécanique de base, on y ajoute quelques raffinements, puis on arrive parfois à éviter de mettre les gens sur la machine cœur-poumon. C'est ce qui est arrivé avec lui, mais ça a été un très long séjour. C'est un exemple parfait du genre de patient qu'on a gardé endormi pendant des semaines, avec peut-être, en fait, il va parler de ses cauchemars. C'est peut-être en lien avec le type de médicament dont on a dû réanimer l'utilisation pendant la pandémie. D'accord. Alors, on va écouter, vous restez avec nous, on va écouter ça ensemble, le témoignage de Richer-Mang. Du jour au lendemain, c'est comme si ça m'a frappé de nulle part.
Puis, qu'est-ce qui m'a le plus marqué en tant que tel, c'est vraiment l'hospitalisation puis les cauchemars qui est venu avec pendant que j'étais dans le coma pendant 1 mois et demi à peu près. C'est vraiment des trucs que j'ai jamais vécu. Personne ne l'a vécu en tant que tel jusqu'à temps qu'on le vit, si on peut dire. Puis les cauchemars, c'est qu'est-ce qui a été le plus marquant, excuse-moi, c'est que c'est des trucs que jamais j'aurais pensé. Puis jamais j'aurais même pas vu dans un film d'horreur. Puis c'était vraiment c'était atroce. Pour les gens qui pensent que c'est juste une petite grippe puis c'est rien de sérieux, faudrait pas attendre que ce soit nous ou un de nos proches qui l'attrape. C'est un virus qui se comporte différemment. On ne sait pas exactement. Il y a des gens qui sont asymptomatiques comme il y a des gens qui peuvent en mourir. Alors, il faut juste faire attention. C'est aussi simple que ça. Alors, des témoignages comme ça, on finit tous par en entendre un ou un autre de près ou de loin. Alors, il faut y porter attention parce que ça pourrait clairement être nous dans n'importe quelle de ces positions-là. Alors, merci beaucoup, Dr Bellemare, Dr Bernard. Merci beaucoup non seulement d'avoir pris le temps d'être ici pour nous parler de la recherche, de ce que ça fait de votre travail, mais aussi pour le travail acharné que vous faites pour nous et pour la population québécoise. Merci beaucoup.